Il était une fois, à Fenouillet, les commerces et les métiers. Fruit de plusieurs mois de travail collaboratif, cette exposition retrace les histoires des commerces d'autrefois à travers les souvenirs d'enfance et de jeunesse des aînés de Fenouillet. L'objectif de ce projet, c'est aussi de permettre aux plus jeunes de s'approprier l'histoire de leur ville et de favoriser les échanges intergénérationnels. Pour cela, des habitants volontaires se sont réunis à plusieurs reprises à la médiathèque Georges Wolinski avec les jeunes du pôle jeunesse. Ensemble, ils ont réalisé différentes animations, dont ce podcast où les plus jeunes posent des questions aux anciens habitants afin de découvrir le Fenouillet d'autrefois. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, la mémoire de Fenouillet s'invite chez vous. Je m'appelle Marie-Christine Demaret, je suis native de Fenouillet, donc j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence. Je fais mes études de droit à Toulouse, puis ensuite je suis partie pour le travail, la fonction publique d'État pendant plusieurs années. Ensuite je suis revenue à Fenouillet, j'ai construit à Fenouillet et depuis 1994 j'habite à Fenouillet où j'ai des activités bénévoles, voilà, où mes enfants sont allés à l'école, voilà, et je me plais beaucoup ici et j'ai vu se transformer ce village qui est devenu une petite ville aujourd'hui avec beaucoup de gens qui arrivent, des nouveaux commerces qui s'installent et une modification évidemment de tout ce qui est activité industrielle, agricole aussi. Voilà. Moi je m'appelle Minoblé, je suis venu avec le pôle jeunesse. Voilà. Moi je m'appelle Régine Nat, née Cossé, je suis née à Saint-Alban. Je suis venue à Fenouillet par le mariage. Et donc j'ai travaillé à la Société d'alimentation de Provence. Là j'ai connu mon époux, M. André Nat. Et puis je suis venu habiter à Fenouillet. Et par la suite j'ai pu acquérir le magasin de journaux. Donc le magasin de journaux, le rond-point que vous avez ici, c'est moi qui l'ai fait bâtir et qui ai travaillé pendant 10 ans. Moi je m'appelle Calireuse et je suis ici avec le pôle jeunesse. Moi je m'appelle Maxime Moudin et moi aussi je suis venue avec le pôle jeunesse. Et moi je suis Marie-Belle Alonso, j'ai passé aussi toute mon enfance à Fenouillet, mon adolescence, puis je suis partie sur Toulouse. Et me voilà revenue à la retraite, donc à Fenouillet. Qu'il y avait-il à la place de la médiathèque où nous sommes ici avant? Alors, il y avait une maison qui était habitée par un monsieur qui travaillait à la Société d'alimentation de Provence, avec son épouse. Il y avait comme un genre de château. Et à la salle qu'on appelle le foyer social maintenant, c'était des écuries. Il y avait des chevaux. C'était une maison bourgeoise, on peut dire. Une toulousaine à étage. Qui était achetée, je crois, par la SAP. Oui, c'était la Société d'alimentation de Provence qui l'avait acheté. Et il y logeait dedans un chef de service, un monsieur, un couple, et dont le monsieur travaillait à la SAP. Voilà. Alors ça, ce que dit Régine est très important. C'était une époque, et on va retrouver la même chose avec Saint-Gobain, où les directeurs d'entreprises, etc., logeaient leurs cadres supérieurs, leurs dirigeants, dans les mêmes endroits ou à proximité des ouvriers de l'usine, des lieux de travail. Il n'y avait pas que les cadres. En fait, à Saint-Gobain, par exemple, il y avait beaucoup de maisons qui appartenaient à Saint-Gobain et donc les ouvriers étaient logés, les ouvriers, dans ces maisons-là. Et à Fenouillet, il en reste beaucoup. Là où je vis aujourd'hui, c'était une maison de Saint-Gobain que mes parents ont pu acheter. Et ça se faisait beaucoup. Autour des usines, on essayait de loger un maximum les ouvriers pour la proximité, puis ça se faisait énormément. C'était un maire toulousain, pas un maire, Léon Blum, je crois, qui avait instauré cette façon de faire. Donc on logeait les ouvriers à côté de l'usine. Alors ça, vous l'avez aujourd'hui dans certaines entreprises qui sont allées s'installer dans des villes moyennes
et qui ont profité d'un immobilier plus favorable pour que leurs ouvriers, leur personnel aient des maisons moins chères. Vos parents doivent certainement avoir évoqué devant vous la problématique des loyers, d'acheter une maison, tout ça est très cher aujourd'hui. Et cette façon de procéder permet aussi d'améliorer le niveau de vie des gens qui travaillent, des ouvriers, des employés. Voilà. Aujourd'hui ça se fait, c'est assez rare, mais à l'époque, il y avait un patronat qui justement voulait loger son personnel. C'était une façon d'améliorer le quotidien, mais on n'était pas dans la surenchère immobilière qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Alors un exemple, j'étais très surprise, je suis allée visiter l'usine de Michelin et en fait Michelin c'était une ville, Michelin. C'était incroyable, tous les employés de Michelin vivaient là, il y avait une ville autour de Michelin. Bon, c'est un exemple pour dire que ça se faisait beaucoup à l'époque. Cette proximité, ça crée beaucoup de liens entre les gens, que ce soit les chefs de service, les employés, parce qu'on se connaissait. Voilà, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas tout ça. Contre, si par exemple la petite elle était malade, le chef de service le savait, et si le papa à 4 heures il disait il faut que j'y aille parce que le docteur va venir, il n'y avait pas de problème. Il y avait une vie sociale, beaucoup de communication entre les gens, parce qu'il y avait une proximité d'habitat, une proximité de vie. Moi, j'ai vu chez moi une personne de Saint-Gobain venir, et ça se passait assez souvent, parce que mon papa était particulièrement vaillant, donc arriver chez moi, frapper à la porte, et dire « Hé François, tu viens, on a besoin de toi, là, il faut faire un remplacement. » Hop, donc il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui, donc c'était facile, et on était prêts. Donc voilà, ça se passait comme ça. En fait, on se connaissait tous. C'est ça. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous de connaître vos voisins. Nous, on se connaissait, les gens se connaissaient, oui. Connaissaient leur histoire, voilà. Et puis il y avait un accompagnement. Et on s'aidait. Il y avait un décès, tout le monde allait aux enterrements. Oui. Il y avait un mariage, on invitait les gens à l'apéritif. Il y avait beaucoup de solidarité. De la solidarité aussi, beaucoup. Est-ce qu'avant, il y avait beaucoup de maisons, il y avait beaucoup plus de maisons que maintenant? Ben non. Ou dans Fenouillet ou à l'extérieur? Non, il y a bien moins de maisons. Ça s'est bâti beaucoup. On a construit après derrière des lotissements, des cités, la première. Voilà. La première cité, ça a été l'Épargne. L'Épargne. Alors l'Épargne, oui. Ouais, il va aller l'Épargne en sortant de Fenouillet sur la droite, juste avant de prendre le pont, il y a un alignement de maisons un peu rouge. Et ça, comment vous dire, c'est une filiale de Géant Casino qui s'appelait l'Épargne, qui a fait construire ces maisons et qui les a vendues à son personnel. Oui, c'est l'Épargne. C'était l'Épargne, mais qui est une filiale de Casino. Alors moi, je me souviens quand j'habitais Fenouillet, quand je suis arrivée, c'était... il y avait... Allez, dans mon quartier, il y avait 3 maisons, des vieilles maisons, mais le chemin était en terre. En terre, oui. C'était... On avait des vaches autour qui oui, venaient mettre... c'était... La campagne. Ça ne ressemble en rien à ce qu'il y a aujourd'hui. Non, c'était la campagne. C'était incroyable. Il y avait des grands terrains vides, il y avait... alors, quelques maisons anciennes. Moi, j'avais des maisons anciennes autour de moi. Et puis, petit à petit, c'est devenu presque une petite ville, Fenouillet. Alors que il y avait... Et quelle ville? Ouais. Mais il n'y a pas que les maisons, il y avait aussi les rues, ce qu'explique Marie, c'est-à-dire les rues... il n'y avait pas d'éclairage partout. Quand vous partiez du centre de Fenouillet pour aller vers l'Aviron, il vous faut savoir que c'était un peu une expédition, un peu comme si aujourd'hui vous partiez, pas au pôle Nord, mais enfin comme si vous partiez à pied, je sais pas moi, à Albi ou autre, parce que les chemins c'était de la terre, oui. Parce qu'à un moment donné il n'y avait plus personne, parce que si vous sortez vers 7h du soir, la nuit tombait, il n'y avait rien qui éclairait, bon, ça craignait un peu, on dirait aujourd'hui, mais on allait jusqu'à l'Aviron comme ça, donc oui, c'était une autre façon de vivre, il n'y avait pas toutes ces maisons. Voilà. Après, le centre du village n'a pas trop changé. Non, le centre n'a pas changé. Moi, je me souviens justement aller avec ma maman voir la grand-mère de Marie-Christine, qui était
du côté de l'Aviron, là-bas. Elle était dans une vieille maison avec un grand tas de paille devant, je me souviens de ça. Je trouvais que c'était loin. Et on partait sur un chemin de terre. J'habite rue du Frêne, il y a des maisons partout. Et quand on prenait ce chemin, il y avait une maison, et puis plus rien, quoi. On est arrivé jusqu'à la grand-mère de Marie-Christine. Il n'y avait personne, alors, rien, il y a un des chemin champs. qui est assez important. Vous allez voir, il y a une petite anecdote. Est-ce que vous voyez la rue, qui s'appelle la rue de la Laque, où il y a Là, il n'y avait pas de rue, il y avait un chemin, petit chemin, très discret, en terre, etc. Et là, c'était le chemin des amoureux. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Et donc, les amoureux allaient s'y bécoter, s'embrasser. C'était un chemin réputé pour ça. Voilà. À Fenouillet, c'était là. Vous aviez une amoureuse, un amoureux. Il fallait aller se bécoter dans ce truc-là. Après, ils ont créé la poste, et donc ils ont créé la rue de la Laque. Et après, ils ont créé le château d'eau. Et vous voyez ce qu'il y a aujourd'hui, des immeubles, etc., etc. Mais pensez à tous ces garçons et ces filles qui se sont un peu embrassés dans ce chemin. Vous voyez. Moi, je voudrais savoir qui c'est qui était le maire ou la mairesse avant. Moi, j'ai connu Monsieur Tellier. Alors, il y avait Monsieur Tellier De mon temps, c'était Monsieur Tellier. 40 ans, je crois plus de 40 ans. Moi, c'était Monsieur Tellier. Ouais, Monsieur sûr. Tellier. Moi aussi. Après, dans les Toi aussi, années Monsieur Tellier. 70, il y a eu Jacques Roland. Et moi, je me rappelle quand ils ont lancé la campagne pour faire le téléphone. Ah, le téléphone. Et le téléphone, là, c'est la mairie qui a négocié avec, c'était pas France Télécom à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, la Poste. Et on a proposé aux habitants de Fenouillet d'avoir le téléphone. Alors ça, c'était un très très grand luxe parce que qui c'est qui avait le téléphone à l'époque? Le téléphone, on n'en est pas portable, fixe. Attention, Ah oui, hein. mais- Donc il y avait Mais j'ai docteur encore, je l'ai Lourdeau. encore le fixe, moi. Oui. Oui. Le docteur Lourdeau, normal. Le pharmacien, normal. Il y avait qui encore? La dentiste. gendarmerie, La gendarmerie. il y avait une gendarmerie dans le village. Et quelques personnes un peu notables qui avaient le téléphone. Et tout d'un coup, campagne de téléphonisation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et on a reçu un papier, on nous a dit, alors c'était pas cher, donc beaucoup de gens ont dit, d'accord, Eh oui. on prend le téléphone. Les gens du téléphone sont venus et on a eu le téléphone. Et moi, honnêtement, j'avais une fierté terrible parce que avoir le téléphone, c'était quand même quelque chose. Hein. Oui. Alors moi j'ai une petite anecdote à vous raconter concernant le téléphone. Alors en effet, nous n'avions pas de téléphone. Donc des voisins Longuefosse avaient le téléphone, on allait téléphoner chez eux quand on avait une urgence. Et puis j'ai travaillé, donc j'avais une vingtaine d'années, à Toulouse, à l'interurbain. Et en fait, les gens n'avaient pas de téléphone dans les villages, tout ça, et ils allaient dans des cabines téléphoniques. Et donc en fait, moi je passais, j'avais un tableau devant moi qui explique, qui clignotait, donc je mettais une fiche. Ça s'appelait un standard. Je mettais une fiche dans ce tableau, quand C'était- il y avait c'était une petite lumière qui clignotait. Il t'indiquait une ligne, le tableau. Alors, La lumière t'indiquait une ligne. au bout du fil, j'avais un casque, et au bout du fil, j'avais quelqu'un. Alors je m'annonçais, moi je m'appelais Toulouse 94. Et quelqu'un au bout du fil me disait, je voudrais le 12 à Saint-Céré. Alors, en fait, je composais un truc, puis je voyais une lumière du 12 à Saint-Céré, et je mettais la fiche là. Et donc ça leur permettait de dialoguer D'être en d'une relation. cabine à l'autre. Moi j'ai connu ça, j'avais 20 ans, personne n'avait de téléphone, ou les gens comme ça dans des cabines. Et aujourd'hui, j'avais 20 ans, j'ai 73 ans, en quelques années, l'évolution du téléphone, c'est incroyable. Tu étais ce qu'on appelle standardiste. J'étais standardiste. Alors Voilà. j'étais allée à Toulouse. Et Bon, tu mettais en relation les lignes entre elles. Oui. Avec des fichiers. Des Oui. fiches. Voilà. Les cabines téléphoniques. Alors ça, elles ont Standardiste. un peu disparu. Je ne sais même pas s'il y en a encore. Il y en avait une à Fenouillet, Oui. à la poste.
On allait à la poste pour téléphoner, parce que voilà, il y avait une petite cabine, un petit truc rond là, avec un petit truc comme ça. Il y avait des, je sais pas si c'était pour la sonorité. C'est ça, oui. Hein, il y avait des petits trous comme ça là. Et puis on prenait un téléphone qu'il y avait là, et puis on répondait aux gens. On mettait des pièces. Ah, ça c'est après. Oui. Ça, c'est après, on a mis la cabine. Voilà, la cabine, Ouais. on mettait des pièces. Extérieures. Donc, ce qui fait que quand il y avait, à un moment donné, ça clignotait, ça veut dire qu'on allait perdre la communication. S'il n'y avait plus de pièces, il n'y avait plus de pièces. Donc, mais aussi, peut-être ça va vous surprendre, mais à l'époque, téléphoner coûtait très cher. Très cher. Alors qu'aujourd'hui, on a des forfaits qui nous permettent d'appeler l'autre bout du monde sans aucun problème. Vous payez 30 € par mois, 40, je ne sais pas comment ce que vous voulez, vous avez tout, vous avez l'Internet, etc. Quand on compare les factures que nous avions à une certaine époque, moi à une époque je travaillais en Normandie, j'appelais ici, j'avais des vraies factures de téléphone, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on paye aujourd'hui. Voilà un service qui a baissé en prix. Tout n'a pas été comme ça malheureusement. C'est un peu normal parce que ça a tellement évolué, puis il y en a tellement que la quantité fait que le prix peut être réduit. Mais là, c'était une exception, avoir un téléphone. C'est surprenant. Moi, je trouve que c'est Un peu d'années, On comme on a évolué au rapidement. niveau du téléphone. Mais de tout, de tout. Le téléphone, c'est un exemple, mais on a évolué dans tout. Ouais. Un peu d'années. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'était difficile, enfin difficile. On le faisait. Je voulais prendre le train. Aujourd'hui, c'est ultra simple. Tout est des maths, tout est sur le téléphone, et je suis restée dans mon fauteuil chez moi tranquillou. À l'époque, pour acheter un billet de train, il fallait d'abord aller à Matavio, des fois à À Courtansour, des fois, mais enfin bon. et ensuite, je revenais chez moi, et après, je Mais non, moi j'avais pris direct à Matavio. Il fallait se déplacer. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, on se déplace. Mais quand même, avec un peu de réflexion, on allait. Moi, personnellement, bon, tu allais à la gare, tu prenais ton ticket, tu montais dans ton train. Ben oui. Oh! Alors après, les gens aussi, moi mes parents par exemple, n'ont jamais eu le permis de conduire. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de voiture. On n'avait pas de voiture. C'était... si, il y avait quand même... mais bon, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas la circulation d'aujourd'hui. Moi, je pouvais aller à vélo au travail, j'y suis allée à vélo, je suis allée à mobilette. Je ne prenais pas de risques. J'avais un casque beaucoup trop grand. Mais bon, je circulais comme ça. Alors la voiture est venue après, mais c'est vrai que bon, on avait une vie plus, on vivait plus en communauté, ensemble, dans le village. Il y avait plus de liens. Les gens étaient liés quand même. Merci d'avoir écouté ce podcast dédié à l'exposition Il était une fois à Fenouillet, les commerces et les métiers. À travers les voix de nos aînés et la curiosité des plus jeunes, nous avons redonné vie aux souvenirs du quotidien de notre ville. Un grand merci à tous les participants qui ont contribué à faire vivre cette mémoire collective.